Ils se tiennent par les pattes pendant leur sommeil en plein océan pour que le courant ne les sépare pas durant la nuit. À première vue, cela ressemble à une simple scène attendrissante. Une de ces images qui deviennent virales parce qu'elles semblent trop douces pour être réelles. Et pourtant, c'est réel. Les loutres de mer flottent sur l'océan, s'accrochant les unes aux autres ou s'enroulant dans des touffes de kelp géants pour ne pas se perdre pendant qu'elles se reposent. Cette formation flottante est connue sous le nom de radeau. Et oui, c'est l'une des scènes les plus émouvantes du monde animal. Mais derrière cette tendresse se cache quelque chose de bien plus grand que la plupart des gens n'imaginent. Nous ne regardons pas seulement un animal adorable. Nous regardons un prédateur insatiable, un ingénieur écologique, une pièce maîtresse d'un système qui maintient des forêts entières sous les eaux. Nous regardons une petite créature qui, sans exagération, aide à maintenir l'océan en vie. Une loutre de mer, au cours de sa vie, protège des forêts de kelp qui capturent d'énormes quantités de carbone, abritent des milliers d'espèces et amortissent la dégradation des écosystèmes côtiers. Quand la loutre disparaît, les oursins se multiplient. Quand les oursins se multiplient, ils dévorent les algues. Quand les algues disparaissent, la forêt sous-marine disparaît avec elles. Et quand la forêt s'éteint, une partie de l'océan s'éteint avec elle. C'est pourquoi cette histoire ne parle pas seulement d'un visage mignon et de grands yeux. Elle parle d'équilibre, elle parle de climat, elle parle de survie, et elle parle de l'un des mammifères les plus fascinants, les plus intelligents et les plus importants de la planète. Ils se tiennent par les pattes pendant leur sommeil pour ne pas se perdre dans l'immensité du Pacifique. L'image ressemble à une carte postale. Mais cette carte postale est la couverture d'une histoire bien plus profonde. La loutre de mer dort en flottant sur le dos, parfois aux côtés d'une autre, parfois aux côtés de plusieurs dizaines, parfois aux côtés de centaines. Si elle est seule, elle s'enroule souvent dans une touffe de kelp comme si elle se couvrait d'une couverture végétale. L'algue la maintient ancrée, le courant ne l'emporte pas et le sommeil ne se termine pas en dérive. C'est une solution simple, élégante, efficace et profondément belle à regarder. Mais la beauté n'est jamais le centre de cette histoire. Le centre, c'est ce que cette beauté dissimule. La loutre de mer utilise des outils. Pas accidentellement, pas une seule fois, pas par hasard. Elle le fait de manière régulière, délibérée et répétée. Elle cherche une pierre de la bonne taille et de la bonne forme, la place sur sa poitrine pendant qu'elle flotte et l'utilise comme enclume ou comme marteau pour casser des coquilles, des escargots, des palourdes, des moules et des carapaces trop dures pour s'ouvrir avec les seules dents. Parmi les mammifères non primates, très peu utilisent des outils avec cette régularité. La loutre de mer en fait partie, et elle n'utilise pas n'importe quelle pierre. Dans de nombreux cas, elle en choisit une favorite. Elle la conserve dans une sorte de poche naturelle, un repli de peau sous la patte avant. Elle peut y transporter de la nourriture et son outil à la fois. Certains individus ont été observés en train d'utiliser la même pierre pendant des mois, voire des années. Ce n'est pas juste un objet, c'est un instrument personnel, quelque chose de choisi, conservé et réutilisé. Les loutres existent dans une grande partie du monde. Il existe 13 espèces reconnues et elles sont présentes sur tous les continents, sauf l'Australie et l'Antarctique. De la petite loutre asiatique à petite griffe qui peut peser à peine quelques kilos, jusqu'à la grande loutre géante d'Amazonie qui peut approcher 1,8 mètre de longueur. Mais la loutre de mer occupe une catégorie à part. Au sein de la famille des mustélidés, c'est elle qui a poussé la vie aquatique le plus loin. Elle ne pose presque jamais le pied sur la terre ferme. Elle mange dans l'eau, dort dans l'eau, s'accouple dans l'eau, donne naissance dans l'eau, élève ses petits dans l'eau. Son monde n'est pas le littoral, son monde, c'est la mer. Et pour y vivre, elle a développé l'une des adaptations les plus extraordinaires du règne animal. Sa fourrure est la plus dense de tous les mammifères. Elle peut avoir jusqu'à 100 000 voire 150 000 poils par centimètre carré. Pour mettre cela en perspective, un être humain possède en général environ 100 000 cheveux sur toute la tête. Une loutre de mer peut en avoir autant sur une minuscule zone de son corps. Cette densité n'est pas un luxe, c'est son système de survie.
Contrairement aux phoques, aux morses ou aux baleines, la loutre de mer ne possède pas d'épaisse couche de graisse sous-cutanée pour l'isoler du froid. Elle n'a pas ce manteau interne. Elle le remplace par de l'air. L'air emprisonné entre les poils de sa fourrure crée une barrière thermique si efficace que l'eau glacée n'atteint jamais la peau. C'est une combinaison étanche faite de poils, un miracle d'ingénierie évolutive. Cela signifie que l'entretien de la fourrure n'est pas une question d'hygiène, c'est une question de vie ou de mort. La loutre passe des heures à se toiletter. Elle frotte, peigne, gonfle, nettoie, réorganise encore. Elle doit maintenir ce tissage parfait pour préserver la couche d'air qui la protège. Si la fourrure se contamine avec du pétrole, de la graisse industrielle ou toute substance qui détruit cette structure, l'eau pénètre jusqu'à la peau, l'isolation disparaît et l'hypothermie commence presque immédiatement. C'est pourquoi une marée noire est une catastrophe pour une loutre de mer. Pas besoin de l'intoxiquer pour la tuer, il suffit de ruiner sa fourrure. Un animal imbibé de brut perd la capacité de conserver sa chaleur corporelle, entre en crise métabolique et peut mourir en quelques heures si elle n'est pas secourue. L'image d'une loutre couverte de pétrole n'est pas seulement déchirante, c'est l'image d'une condamnation à mort. La fourrure de la loutre de mer est si efficace qu'elle lui permet de maintenir une température corporelle proche de 37 degrés dans des eaux pouvant avoisiner 4 degrés, sans aucune graisse isolante. Mais cette solution a un prix considérable, un métabolisme féroce. Maintenir le corps au chaud dans l'eau froide brûle une quantité immense d'énergie. C'est pourquoi une loutre de mer doit manger entre un quart et près d'un tiers de son poids corporel chaque jour, parfois davantage. Une femelle gestante ou allaitante peut approcher les 35%. Traduit à l'échelle humaine, ce serait comme si une personne pesant 70 kg devait ingérer entre 17 et 20 kg de nourriture quotidiennement juste pour continuer à fonctionner. Chaque jour, sans repos, sans week-end, sans marge. La chasse, pour la loutre, n'est pas une activité occasionnelle, c'est une obligation permanente. Elle peut passer 5 heures par jour, ou plus, à chercher de la nourriture. Oursins, mollusques, crabes, moules, petites pieuvres, étoiles de mer, poissons, ormeaux quand il en reste. Tout ce qu'elle trouve et qui lui apporte de l'énergie. On la voit flotter avec une apparente sérénité, mais ce corps adorable vit au bord d'une exigence physiologique permanente. 2 jours sans nourriture suffisante peuvent être désastreux. Même le choix de la pierre suit une logique. Pour les coquilles dures, une pierre plus plate et plus lourde. Pour certaines proies épineuses ou de forme difficile, une pierre au bord adaptée. Les chercheurs ont observé des préférences individuelles. Certaines loutres font preuve d'une précision remarquable dans la sélection, le transport et l'utilisation de leurs outils. Elles ne frappent à pas au hasard. Elles adaptent la technique et l'objet au type de proie. La loutre de rivière, quant à elle, est une autre sorte de chasseuse redoutable, moins célèbre que sa cousine marine, mais tout aussi impressionnante. Sous l'eau, elle peut se déplacer rapidement, manœuvrer dans des courants intenses et détecter des poissons dans des conditions de visibilité quasi nulles. Ses vibrisses, les moustaches sensibles de son museau, captent de minuscules vibrations dans l'eau. Un poisson caché, un bref battement de nageoire, une perturbation minimale du courant. Là où nous ne voyons que de l'eau trouble, une loutre voit de l'information. Le radeau de loutre n'est pas seulement une belle scène. C'est une structure sociale. Les femelles avec des petits peuvent que se regrouper. Les mâles forment parfois des regroupements séparés. Dans certains endroits, on a observé des radeaux de centaines d'individus. Se tenir par les pattes aide à éviter la dispersion. S'enrouler dans le kelp sert d'ancre. Dormir près les unes des autres réduit les pertes de chaleur. Être ensemble augmente la vigilance. Plus d'yeux, plus de nez. Une plus grande capacité à détecter le danger. Une loutre seule peut aussi dormir en sécurité, mais elle doit résoudre autrement le problème des vagues et de la dérive. Elle cherche donc une touffe d'algues et s'y enroule. La scène paraît presque enfantine, presque comique, comme si elle se blottissait pour une sieste. Mais c'est une décision parfaitement fonctionnelle.
l'océan ne pardonne pas la distraction. Ce qui ressemble à de la tendresse vue de l'extérieur est de la pure stratégie vue de l'intérieur. Dormir enlacé réduit également la dépense énergétique. Le contact physique aide à conserver la température, surtout dans les eaux froides. Les mères tiennent leurs petits sur leur poitrine, parfois pendant des heures, parfois en flottant, en mangeant ou en se toilettant. Un petit ne peut pas simplement se laisser aller et espérer que tout ira bien. Il dépend encore de sa mère pour presque tout. La loutre de mer met généralement bas un seul petit, directement dans l'eau, et ce petit naît avec une fourrure si dense et si chargée d'air qu'il flotte comme un bouchon. C'est une merveille d'adaptation. Durant les premières semaines, le louveteau est pratiquement insubmersible. Cela permet à la mère de le laisser brièvement en surface pendant qu'elle plonge pour chercher de la nourriture. Mais cette flottabilité a une limite. Le petit ne peut pas se débrouiller seul. Si la mère tarde trop, l'animal émet des cris insistants et aigus qui fonctionnent comme une balise sonore. « Je suis là. Reviens. » Ne me laisse pas. Elle entend, même sous l'eau. Elle revient, repositionne le petit sur sa poitrine, le nettoie, le retourne, le toilette. Le lien entre une loutre de mer et son petit est extraordinairement fort. Le louveteau dépend de sa mère pendant des mois. Il apprend où chercher de la nourriture, comment ouvrir des proies, comment utiliser une pierre, comment entretenir sa fourrure, comment dormir en sécurité, comment lire le rythme de la mer. Rien de tout cela ne vient préassemblé. Une grande partie de la vie d'une loutre s'apprend, et cela signifie quelque chose d'important. Chez les loutres, il existe quelque chose qui ressemble à une culture locale. Différentes populations peuvent utiliser des techniques différentes pour traiter les aliments ou préférer certaines proies. Une mère enseigne par l'exemple. Le petit observe et répète. Il ne reçoit pas seulement des gènes, il reçoit un répertoire de comportements. C'est pourquoi un louveteau orphelin est l'un des patients les plus délicats qu'un centre de réhabilitation puisse recevoir. Il ne suffit pas de le nourrir, il faut lui apprendre à être une loutre. Il faut l'aider à maintenir sa fourrure en bon état. Il faut l'habituer à l'eau sans le rendre dépendant des êtres humains. Il faut accomplir quelque chose d'extrêmement difficile, le sauver sans le domestiquer. Les soignants travaillent selon des protocoles stricts. Ils minimisent le contact direct. Dans de nombreux programmes, ils portent des masques, des visières, des vêtements de protection, des barrières visuelles et utilisent des méthodes d'alimentation qui évitent l'empreinte comportementale. Une loutre qui s'habitue trop à la présence humaine pourrait avoir peu de chance une fois de retour dans l'océan. Elle pourrait s'approcher de personnes, d'embarcations ou de zones dangereuses au lieu de chercher d'autres loutres et de développer des comportements sauvages normaux. Dans certains centres spécialisés, les louveteaux orphelins sont élevés par des femelles adultes incapables de retourner en mer, qui jouent le rôle de mères de substitution. Ce système a sauvé des vies. Les adultes enseignent des choses qu'aucun humain ne peut transmettre de la même façon. Comment se déplacer? Comment se toiletter à la bonne fréquence? Comment manipuler des objets? Comment réagir à une proie vivante? Comment penser comme une loutre? Mais la loutre de mer n'est pas la seule qui mérite attention. La loutre géante d'Amérique du Sud est un animal qui semble appartenir à une autre catégorie. Elle peut mesurer jusqu'à 1,8 mètres et peser plus de 30 kilos. Elle vit dans les rivières et les lacs du bassin amazonien et est si vocale, si active et si sociale que sa présence passe rarement inaperçue. On l'a surnommée le loup de rivière, et non sans raison. Les familles de loutres géantes vivent en groupes stables, généralement composés d'un couple reproducteur et de plusieurs jeunes d'âge différents. Elles sont diurnes, ce qui les distingue déjà de nombreuses autres espèces de loutres, et elles maintiennent un large répertoire vocal. Grognements, aboiements, sifflements, cris, appels de contact, signaux d'alarme. Un groupe peut s'entendre de très loin. Elles ne se déplacent pas comme des ombres silencieuses. Elles se déplacent comme une famille en conversation permanente. Et elles ne sont pas timides avec les intrus. Si un caïman pénètre sur leur territoire ou menace les petits, plusieurs loutres peuvent le harceler ensemble. Elles le bousculent, le mordent dans des zones vulnérables, le forcent à reculer.
Un reptile capable de dominer de nombreux autres animaux peut préférer se retirer face à une bande coordonnée de prédateurs rapides et tenaces, non pas parce que chaque individu est énorme, mais parce qu'ils agissent en groupe. Ce comportement coopératif s'étend à l'élevage des jeunes. Les petits plus âgés aident avec les plus jeunes. Ils les surveillent, les accompagnent, participent à la défense. La famille est une véritable unité de travail et de survie. Chez les loutres géantes, la vie sociale n'est pas un détail secondaire. C'est la structure même du succès. Mais s'il est une découverte qui a fait de la loutre de mer une espèce légendaire en écologie, ce n'est pas sa tendresse ni son intelligence. C'est son rôle dans ce qu'on appelle la cascade trophique. L'idée est simple, mais ses conséquences sont immenses. Le long de nombreuses côtes du Pacifique Nord, la loutre de mer se nourrit d'oursins de mer. Les oursins se nourrissent de kelp. Le kelp forme des forêts sous-marines. Ces forêts offrent abri, nourriture et zones de nurserie aux poissons, crustacés, invertébrés et mammifères marins. Si la loutre disparaît, les oursins explosent en nombre. Si les oursins explosent, ils rasent le kelp. Si le kelp disparaît, la forêt devient un désert sous-marin de roches et d'épines. Une loutre de mer peut manger des dizaines et, en période d'abondance, jusqu'à une centaine d'oursins ou plus en une seule journée. Chaque oursin consommé est un oursin de moins qui ronge les bases des algues. Quand les loutres sont présentes, la forêt a une chance. Quand elles sont absentes, les oursins peuvent recouvrir de vastes étendues du fond marin et laisser derrière eux une plaine presque vide. Au cours du 20e siècle, dans les zones où les loutres avaient été éliminées par la chasse, d'immenses étendues de forêts de kelp ont disparu. Non pas à cause d'une tempête, non pas à cause d'une maladie, non pas à cause d'une perturbation chimique directe. Elles ont disparu parce que le prédateur qui maintenait les herbivores en échec était absent. Quand les loutres ont commencé à revenir dans certains endroits, le kelp est revenu lui aussi. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une relation écologique nette. Les forêts de kelp figurent parmi les écosystèmes les plus productifs de la planète. Elles poussent rapidement, elles créent de la structure, elles amortissent l'énergie des vagues, elles abritent des milliers d'espèces, elles capturent du carbone, elles produisent de l'oxygène. Elles sont à l'océan côtier ce qu'une grande forêt est à la terre ferme. Et une partie de leur stabilité dépend d'une créature qui tient confortablement sur le dos en flottant avec un oursin sur la poitrine. Les écologues qui ont étudié cette relation ont transformé la façon dont nous comprenons les écosystèmes. La loutre de mer est devenue l'un des exemples les plus célèbres d'espèces clés de voûte, une espèce dont la présence a un effet disproportionné sur l'ensemble du système, non pas parce qu'elle est la plus abondante, non pas parce qu'elle est la plus grande, mais parce que sa fonction en soutient beaucoup d'autres. Autrement dit, retirer une loutre de mer ne signifie pas simplement perdre un animal. Cela signifie desserrer une pièce de l'architecture de l'océan. Et cette architecture touche aussi le climat. Quand les forêts de kelp prospèrent, elles absorbent du dioxyde de carbone. Une partie de cette biomasse finit par couler ou s'incorporer dans des processus qui stockent le carbone pendant de longues périodes. C'est pourquoi, en protégeant indirectement le kelp, la loutre de mer devient une alliée inattendue dans la lutte contre le changement climatique. Elle n'est pas la solution à elle seule, mais elle fait partie de la solution. Un petit prédateur aidant à préserver une vaste machine biologique. La science a tenté de mesurer cet effet. Les calculs varient selon la région et la densité du kelp, mais le message général est clair. Restaurer les populations de loutres de mer contribue à restaurer les forêts sous-marines, et ces forêts aident à capturer davantage de carbone que si le fond était dominé par les oursins. C'est une chaîne de bénéfices qui commence par un petit museau velu et se termine dans la chimie globale. Et c'est ici qu'apparaît l'une des grandes ironies de l'histoire naturelle. Le même animal qui a été massacré pendant des siècles à cause de sa fourrure est aujourd'hui considéré comme un outil vivant de restauration écologique, car la fourrure de la loutre de mer fut précisément sa perte. Durant les 18e et 19e siècles, des chasseurs russes, européens puis américains ont traqué les loutres de mer pour la qualité exceptionnelle de leur pelage.
Quand les expéditions atteignirent les îles Aléoutiennes et d'autres régions du Pacifique Nord, elles trouvèrent des populations immenses, des centaines de milliers d'animaux. La ressource semblait inépuisable. Elle ne l'était pas. La chasse commerciale fut impitoyable. En un peu plus d'un siècle et demi, une population autrefois comptée par centaines de milliers fut réduite à quelques milliers dispersés sur des fragments isolés de littoral, à peine suffisants pour soutenir une reprise. Au début du 20e siècle, la loutre de mer était au bord de l'effondrement total. De petits groupes survivaient, cachés dans des endroits difficiles d'accès, à peine suffisants pour maintenir l'espèce. En 1911, un accord international mit fin au massacre et restreignit le commerce qui poussait l'espèce vers l'extinction. Ce fut une étape historique, l'un des premiers grands pactes de conservation marine. Sans cette décision, il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, nous ne connaissions la loutre de mer qu'à travers des photographies, de vieilles peaux et des squelettes dans des musées. La récupération, cependant, ne fut pas rapide. Un animal à reproduction lente, dépendant d'habitats spécifiques et persécuté pendant si longtemps, ne se reconstitue pas en une décennie. Il fallut des générations, des protections légales, une surveillance, de la science, de la réhabilitation. Et même ainsi, l'espèce n'est pas revenue à toute son aire de répartition d'origine. Aujourd'hui, il existe environ 100 000 ou un peu plus de 100 000 loutres de mer dans le monde, selon la source et la sous-population considérée. C'est un succès comparé au bord du gouffre, mais ce n'est encore qu'une fraction de ce qui existait autrefois. Et puis, de nouvelles menaces sont arrivées. En 1989, la marée noire de l'Exxon Valdez, au large des côtes de l'Alaska, produisit l'une des images les plus brutales de la vulnérabilité de la loutre de mer. Des dizaines de milliers de tonnes de pétrole contaminèrent la mer et des milliers de loutres moururent. Beaucoup furent retrouvées couvertes de brutes, incapables de conserver leur chaleur corporelle. D'autres moururent plus tard des effets physiologiques, de la malnutrition ou de la perturbation de l'écosystème. Chaque animal secouru demandait des heures de nettoyage, de stabilisation thermique, d'hydratation et de surveillance. C'était un travail épuisant, extrêmement coûteux et douloureusement insuffisant face à l'ampleur du désastre. Laver une loutre contaminée ne ressemble pas à laver n'importe quel autre mammifère. Il faut retirer le brut sans détruire la fourrure. Il faut sécher et restaurer cette densité extraordinaire de poils jusqu'à reconstruire la barrière d'air. Il faut stabiliser la température, le stress et la nutrition. Tout cela alors que le temps joue contre vous. Beaucoup d'animaux n'y survivent pas. Ceux qui y survivent le font grâce à un niveau de soins intensifs extraordinaire. Malgré tout, l'histoire récente de la loutre de mer est une histoire de récupération partielle et d'espoir réel. En Californie, par exemple, l'espèce fut crue éteinte jusqu'à ce qu'un petit groupe soit redécouvert sur la côte de Big Sur. Ce reliquat minimal devint l'origine d'une population qui fait aujourd'hui de nouveaux parties du paysage marin. De grands groupes persistent en Alaska. D'autres populations survivent en Russie. Ce n'est pas une restauration complète, mais ce n'est pas non plus la disparition qui semblait inévitable. La relation entre les loutres et les êtres humains, cependant, n'a jamais été simple. Pour beaucoup de personnes, elles sont un emblème de conservation. Pour certains pêcheurs, elles sont des concurrentes. Dans certaines régions, les loutres entrent dans les filets, mangent des poissons dans des cages ou endommagent des équipements. Du point de vue de l'animal, la situation est simple. Il a trouvé une source de nourriture pratique. Du point de vue du producteur, la perte peut être importante. C'est là que naît le conflit. Il ne se résout pas en maudissant la loutre ni en la romantisant. Il se résout en comprenant le problème et en concevant des mesures qui réduisent les dommages sans détruire l'animal. Des filets plus sûrs, des barrières, des changements dans l'emplacement des installations, des systèmes de compensation, une gestion locale. La conservation réelle consiste rarement à poster une belle photo et à passer à autre chose. Elle consiste à négocier avec la réalité. Il existe aussi une relation humaine avec les loutres qui semble tirer d'une autre époque. Dans certaines parties du Bangladesh et historiquement dans certaines zones de Chine, il existait une tradition de pêche coopérative avec des loutres.
Des animaux élevés dès leur plus jeune âge aidaient à diriger les poissons vers les filets et recevaient une part de la prise. C'est l'un des exemples les plus singuliers de collaboration entre l'être humain et un mammifère carnivore semi-sauvage dans un contexte productif. Aujourd'hui, cette tradition a presque complètement disparu, mais pendant des générations, ce fut une forme de travail partagé entre espèces. Les loutres occupent également une place particulière dans l'imagination humaine. Elles apparaissent dans les mythologies, les contes et les symboles de nombreux peuples. Dans certaines traditions européennes, elles sont gardiennes des rivières. Dans les récits d'Asie de l'Est, elles sont associées à l'eau, à la métamorphose ou à la ruse. Chez les peuples autochtones de la côte nord du Pacifique, la loutre de mer a été un sujet d'art, de spiritualité et de vie matérielle. Partout où elle a coexisté avec des humains, elle est rarement passée inaperçue. Et à l'ère d'Internet, cette présence est devenue mondiale. Des vidéos de loutres de mer se tenant par les pattes pendant leur sommeil ont accumulé des millions de vues. Beaucoup de gens ont découvert l'espèce grâce à une scène comme celle-là. Ce qui est intéressant, c'est que la tendresse peut, dans ce cas, devenir une porte d'entrée vers la conservation. Parfois, une image accomplit ce qu'un article scientifique ne parvient pas à faire. Elle rend quelqu'un curieux, suscite des questions, inspire un don, encourage à lire, génère de la compréhension. Mais la loutre ne s'épuise pas dans ce qu'elle a d'attendrissant. C'est aussi un esprit actif. Les expériences comportementales et les observations de terrain montrent qu'elle est curieuse, flexible et capable de résoudre des problèmes de manière créative. Elle apprend par essai, par observation et par expérience accumulée. Elle change de technique selon la proie. Elle explore des objets, elle persiste, elle répète et elle joue. Le jeu chez les animaux adultes est un signal puissant. Il indique du temps et de l'énergie disponible, de la curiosité, un traitement social et, dans de nombreux cas, un cerveau capable d'apprécier quelque chose sans utilité immédiate. Les loutres jouent à glisser, à se poursuivre, à manipuler des objets, à laisser tomber des choses et à les récupérer. Tous les comportements n'ont pas à être dictés par la faim ou la peur. Parfois, il y a aussi exploration pour le plaisir. Dans les aquariums et les zoos, les loutres sont devenues célèbres pour trouver les failles de presque n'importe quelle installation. Elles ouvrent des loquets, passent leurs pattes dans des espaces impossibles, volent des objets dans des enclos voisins et démantèlent des routines conçues spécifiquement pour elles. Il existe des témoignages d'individus ayant appris à secouer des récipients pour faire tomber de la nourriture, à démonter des fermetures conçues pour être plus résistantes et à imiter des gestes humains bien avant que quiconque essaie de les former formellement. Ce ne sont pas de petites machines à instinct, ce sont des animaux avec de l'initiative. Et cette intelligence croise la vie sociale. Au sein des radeaux de loutres de mer, l'intérêt pour les objets peut devenir de la compétition. Certaines volent des pierres à d'autres, pas n'importe quelle pierre, les meilleures, celles de la bonne forme, celles qui frappent bien. Pendant longtemps, cela a déconcerté certains observateurs. Pourquoi préférer la pierre d'une autre loutre quand il y en a beaucoup d'autres à proximité? La réponse est que toutes les pierres ne sont pas égales. Le poids, la taille, la texture et le bord comptent. Un bon outil a de la valeur. Parmi les espèces moins visibles, la loutre d'Europe est l'une des grandes maîtresses du camouflage. Beaucoup de personnes vivent près de rivières où il y a des loutres et n'en ont jamais vu. Elles se déplacent surtout au crépuscule, la nuit ou aux heures calmes. Elles laissent peu de traces, des empreintes dans la boue, des restes de poissons et surtout leurs empreintes de marquage qui portent une énorme quantité d'informations chimiques. Sexe, état reproducteur, identité individuelle, présence. Pour une autre loutre, ce message olfactif est une lettre complète. Une seule loutre de rivière peut parcourir de nombreux kilomètres de cours d'eau dans son territoire. Elle connaît les fosses, les remous, les entrées de terriers, les refuges dans les systèmes racinaires, les endroits où les poissons se concentrent en hiver. Dans les climats froids, elle n'hiberne pas. Elle reste active même sous la glace. Elle cherche des trous de respiration, des bords ouverts, des courants favorables. Le froid ne lui accorde rien. Elle doit continuer à manger. C'est pourquoi la présence de loutres dans une rivière est généralement un bon signe.
Pas une garantie absolue, mais un indice important. Là où il y a des loutres, il y a généralement de l'eau relativement propre, suffisamment de poissons, des berges offrant des refuges et un réseau écologique qui fonctionne encore. Ce sont des bioindicateurs. Non pas parce qu'elles sont fragiles en tous sens, mais parce qu'elles ont besoin que beaucoup de choses aillent bien en même temps. Cela est devenu évident au Royaume-Uni. Pendant des décennies, la pollution agricole, la contamination industrielle et les pesticides ont durement frappé les loutres de rivière. Plus tard, avec l'amélioration de la qualité de l'eau et la protection légale, les populations ont commencé à revenir d'elles-mêmes dans de nombreux bassins versants. Leur retour fut plus que de bonnes nouvelles pour une espèce charismatique. Ce fut un signal que le système commençait à guérir. La loutre à petites griffes, la plus petite du monde, montre encore un autre visage de cette famille. Elle vit dans les zones humides, les mangroves et les rivières d'Asie du Sud-Est. Elle est extraordinairement sociale. Elle peut vivre en groupes familiaux relativement importants et chasser de manière coordonnée. Sa taille ne la rend pas insignifiante. Au contraire, c'est un prédateur précis dans des environnements complexes où elle capture des crustacés, des poissons, des amphibiens et des mollusques. La loutre lisse a également offert l'une des surprises urbaines les plus remarquables de ces dernières années. À Singapour, l'une des villes les plus densément construites de la planète, plusieurs familles sauvages ont recolonisé des canaux et des rivières grâce à l'amélioration de la qualité de l'eau. Aujourd'hui, elles nagent entre des ponts, des parcs et des gratte-ciels. Les habitants les suivent, leur donnent des noms, ouvrent des comptes pour documenter leurs déplacements. Les loutres, pendant ce temps, continuent de faire ce qu'elles ont toujours fait. Trouver des poissons et élever leurs petits là où une opportunité se présente. Ce contraste est frappant. Une ville hyper moderne et, au milieu d'elle, une famille de loutres glissant le long d'une berge. C'est un rappel de quelque chose de simple et de puissant. Si l'habitat se rétablit, la vie revient, parfois plus vite qu'on ne le pense. Bien sûr, toutes les histoires ne sont pas des histoires de retour. La grande loutre amazonienne reste sous forte pression. La déforestation, l'exploitation minière, la contamination au mercure, la modification des cours d'eau et la persécution historique ont réduit ces populations dans de nombreuses zones. Il en va de même pour plusieurs espèces asiatiques affectées par la destruction des zones humides, le commerce illégal et l'empiètement humain. Les loutres ne sont pas hors de danger, loin de là. En fait, les menaces actuelles sont multiples et agissent simultanément. Pollution de l'eau, destruction des mangroves et des berges, enchevêtrement accidentel dans les engins de pêche, persécution directe, trafic illégal comme animaux de compagnie, perturbation due à un tourisme mal géré, déversement, changement dans la disponibilité des proies. Dans le cas des loutres de mer, même l'augmentation des attaques de prédateurs ou les changements dans la dynamique de l'écosystème peuvent avoir des effets importants sur des populations déjà fragmentées. Et pourtant, chaque fois que nous les étudions de plus près, de nouvelles raisons d'émerveillement apparaissent. Les vibrisses des loutres en sont un exemple. Ces moustaches ne sont pas des ornements. Ce sont des capteurs d'une sensibilité extraordinaire capables de détecter des perturbations minimales du flux de l'eau. Des ingénieurs et des biologistes ont étudié leur structure pour concevoir des capteurs hydrodynamiques pour des robots sous-marins et des systèmes de détection plus fins. Dans un certain sens, la loutre a déjà résolu un problème technologique que nous ne faisons que commencer à apprendre à imiter. La science moderne a également révolutionné la façon de suivre ces animaux. Aujourd'hui, il est possible d'utiliser des balises GPS, des émetteurs, des mini-caméras, des analyses génétiques, des études hormonales, la photo-identification individuelle et une analyse détaillée du régime alimentaire à partir de restes biologiques. Nous pouvons savoir ce qu'elles mangent, jusqu'où elles se déplacent, où elles se reposent, quelles routes elles empruntent, comment elles interagissent, quelles menaces elles affrontent et quelles mesures de conservation donnent les meilleurs résultats. Ce qui n'était autrefois que des intuitions dispersées peut maintenant devenir des cartes, des modèles et des décisions concrètes. Et tout cela compte parce que la conservation efficace dépend des détails.
Il ne suffit pas de savoir qu'une espèce vit quelque part dans une certaine zone. Il faut savoir où elle se reproduit avec succès, où davantage de petits meurent, quel type de contamination affecte la fourrure, quelle longueur de côte une population a besoin pour s'étendre, où ces déplacements croisent l'activité humaine. La science n'est pas un ornement autour de la tendresse. C'est l'outil qui peut maintenir la tendresse en vie. Prenons un moment pour imaginer une journée normale dans la vie d'une loutre de mer au large des côtes de Californie ou de l'Alaska. L'aube se lève. La loutre se réveille parmi les algues. Avant de chercher de la nourriture, elle commence par ce qui est premier et indispensable, la fourrure. Elle se frotte le museau, les joues, la nuque, la poitrine. Elle se secoue, se peigne, se gonfle. Elle peut passer de longues minutes dédiées uniquement à restaurer cette couche isolante parfaite. Puis elle lève la tête. Elle renifle. Elle regarde. Elle évalue. Si elle ne détecte aucun danger immédiat, la chasse commence. Elle plonge. Elle descend vers le fond. Elle cherche entre les rochers et les tiges. Elle ramasse des oursins. Elle arrache des mollusques des surfaces dures. Elle remue les sédiments. Elle remonte à la surface avec une proie ou plusieurs éléments glissés dans le repli de peau. Elle flotte sur le dos. Elle place une pierre sur sa poitrine. Elle frappe une fois, 2 fois, 3 fois. La coquille cède. Elle mange, elle replonge et recommence, des heures et des heures, encore et encore. Oursin, moule, crabe, palourde. Un autre oursin, une autre plongée, une autre remontée, un autre coup. De loin, cela ressemble à une vie sereine. De l'intérieur, c'est une routine exigeante, lourde et entièrement nécessaire. La loutre ne peut pas se permettre de trop se détendre. Le froid lui facture une dette chaque minute. Vers midi, si la zone est sûre, elle se repose. Elle se laisse porter par la houle, légère, mais pas entièrement. Jamais entièrement. Elle interagit avec d'autres, se toilette à nouveau, s'occupe peut-être d'un petit, dort peut-être quelques minutes parmi les touffes de kelp. Le radeau monte et descend. L'océan semble calme. Mais ce repos est aussi une partie soigneusement calculée de l'équilibre énergétique. Puis elle chasse à nouveau. Et au crépuscule, quand la lumière s'aplatit sur l'eau, la routine revient à son point de départ. Fourrure, vigilance, algues, compagnie, sommeil. Et, dans de nombreux cas, ses pattes enlacées qui empêchent la nuit d'emporter chacune dans une direction différente. Pour la mère avec un petit, la scène est encore plus intense. Elle doit manger pour elle-même et produire du lait. Elle doit entretenir sa propre fourrure et celle du louveteau. Elle doit le protéger des prédateurs, des vagues, de la séparation. Elle doit enseigner tout en survivant. Une erreur, un épuisement extrême ou une mauvaise saison peuvent nous coûter très cher. Le petit observe tout. Comment tenir une proie? Comment tourner le corps pour utiliser la poitrine comme table? Comment mordre dans une coquille? Comment nettoyer la fourrure? Comment répondre à la mère? Chaque jour est une leçon. Pendant des mois, la mère ne fait pas que nourrir un petit. Elle lui transmet une façon d'être dans le monde. Ce niveau de dépendance explique pourquoi l'abandon ou la perte de la mère est si dévastateur. Un petit peut flotter, oui, mais flotter n'est pas vivre. Vivre, c'est apprendre à plonger, à chercher, à casser, à choisir, à conserver sa chaleur, à reconnaître les autres. Vivre, c'est devenir une loutre complète. Et cette transformation prend du temps. Elle prend assez de temps pour que, quand un louveteau élevé en réhabilitation retourne enfin à l'océan, ceux qui l'ont soigné pendant des mois décrivent ce moment comme un mélange de soulagement, de fierté et de vertige. La porte s'ouvre. L'eau est devant. L'animal entre. Parfois il hésite une seconde, parfois non. Il s'éloigne. Il n'appartient plus au centre, ni aux mains qui l'ont sauvé, ni à l'espace sécurisé qui l'a soutenu. Il appartient à nouveau à la mer. C'est l'objectif, qu'il cesse d'avoir besoin de nous. La conservation d'une espèce comme la loutre de mer se joue autant dans ses moments individuels que dans les grands processus à l'échelle du paysage. Il faut sauver un louveteau spécifique et il faut aussi protéger un littoral entier. Il faut nettoyer une rivière. Et il faut aussi réduire le risque d'un autre déversement massif.
Il faut étudier une population locale. Et il faut aussi comprendre le réseau trophique complet. C'est pourquoi la loutre est si puissante comme symbole, parce qu'elle connecte les échelles. De la petite patte qui sert une autre patte pendant le sommeil, à la forêt sous-marine qui capture du carbone sur des kilomètres de côte. Du moustache qui détecte un courant minimal, à la politique internationale qui décide si un littoral est protégé ou dégradé. Du petit qui crie en surface à une planète qui a besoin d'écosystèmes plus stables. Pendant des millions d'années, les loutres ont fait ce qu'elles font sans nous demander la permission. Elles ont plongé, chassé, enseigné à leurs petits, dormi en radeau, parcouru des rivières, marqué des berges, rivalisé pour une meilleure pierre, échappé à des prédateurs et joué. C'est nous qui avons interrompu cette continuité à une échelle brutale. C'est nous qui en avons poussé certaines au bord du silence. Et nous avons décidé, tard mais pas trop tard, que cela valait peut-être la peine de s'arrêter. Il est encore temps dans de nombreux endroits, pas dans tous, mais dans beaucoup. Quand une loutre revient dans une rivière, quelque chose d'autre revient avec elle. Quand elle réapparaît dans un estuaire urbain, le message est que l'eau peut s'améliorer. Quand elle recommence à contrôler les oursins le long d'une côte, le message est que la forêt sous-marine peut encore renaître. Quand un louveteau orphelin parvient à rejoindre une population sauvage, le message est que la perte n'a pas toujours le dernier mot. Ils se tiennent par les pattes pendant leur sommeil en plein océan pour ne pas dériver. Nous revenons au début. L'image n'a pas changé. Mais elle ne signifie plus la même chose maintenant. Nous ne voyons plus seulement une scène douce. Nous voyons de la chaleur partagée. Nous voyons une stratégie contre la dérive. Nous voyons des liens sociaux. Nous voyons de la vulnérabilité. Nous voyons de l'intelligence. Nous voyons un animal qui soutient bien plus qu'il n'y paraît. La lune se pose sur l'eau. Le radeau monte et descend avec la respiration de l'océan. Une loutre tient une pierre sur sa poitrine. Une autre tient son petit. Autour d'elle, le kelp se déplace sous la surface comme une forêt qui respire. Tout semble petit, mais ce ne l'est pas, car dans ce petit groupe flottant, il y a quelque chose d'immense. Il y a de la mémoire évolutive, il y a une chaîne alimentaire en équilibre, il y a du carbone qui ne s'échappe pas, il y a des poissons qui trouvent refuge, il y a une histoire de destruction et de sauvetage, il y a une décision en suspens sur le type de monde que nous voulons laisser vivant. Si nous protégeons la loutre, nous ne sauverons pas seulement un animal attendrissant. Nous défendrons des rivières propres, des côtes saines, des forêts sous-marines, des réseaux trophiques complets et une forme de beauté qui soutient aussi la fonction. Nous protégerons une relation entre espèces, algues, courants, climat et temps. Et peut-être que c'est la chose la plus extraordinaire de toutes, que quelque chose d'aussi doux, d'aussi joueur, d'aussi apparemment fragile puisse porter une pierre sur sa poitrine et en même temps soutenir une partie de l'océan. Que quelque chose d'aussi petit puisse compter autant, que ce geste minimal de deux pattes entrelacées dans la nuit ne soit pas seulement de la tendresse, mais de l'équilibre, mais de la résistance, mais de la vie.